Le podcast Bris d'égalité est présenté par Scotia Gestion de patrimoine. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour notre premier podcast Bris d'égalité. Marie-Ève Pelletier en compagnie de Séverine Tamborero. Allô Marie-Ève, enfin? Eh oui, ça y est, c'est parti là. Là, on n'a pas le choix. Là, si on voulait pas le faire, c'est quelque chose qu'on parle depuis quoi? 1 an déjà, 1 an et demi? Ben, on est là quand même. Ouais, fait que là, en honneur de notre premier podcast, Séverine, on est durant l'US Open. Ah ben oui. Donc, je t'ai préparé le cocktail du US Open dans le verre du US Open avec tous les champions, championnes. Et regarde ça, les petits melons comme ça qui représentent les petites balles de tennis. Quand même. On sait qu'au US Open, c'est sorti cette semaine, 10 millions en chiffre d'affaires l'année passée avec le Honeydeuce. Donc, Honeydeuce. Combien coûte ce fameux Honeydeuce? Parce que j'ai comme l'impression que ça ne doit pas être donné au US Open. Mais écoute, là, je t'ai fait ça moi-même, mais au US Open, tu aurais payé 23 $ pour ce cocktail-là. US, exactement. Donc, ouais, c'est super populaire. Donc, je me suis dit, puis je m'en suis fait un petit, mais j'avais pas un autre verre du US Open, donc j'étais là. Fait qu'un petit cheers à notre premier podcast. Cheers à notre premier podcast et on espère que ça va être là encore pour longtemps. Et j'ai jamais goûté à ça, moi. Alors, je me lance. Vas-y, ça manque à ta culture. Oh, quand même. Oui, je comprends le 22 US quand il fait chaud, très chaud 23. en ce moment. 23 US, ça a augmenté. Mais non, c'est excellent. Ouais. Merci, Marie-Ève. Tu vas voir, il y a comme pas mal de vidéos aussi là, où on montre, où on parle du fameux Honeydeuce au US Open. Vous avez entendu le Honeydeuce ici, au podcast Bris d'égalité. Puis, est-ce que, quand même, ça serait le fun que tu donnes la recette aux gens qui ont peut-être envie de le faire à la maison? C'est sûr. On va donner ça dans les détails là, pour qu'on puisse le faire à la maison. Moi, c'est mon drink souvent que j'offre à mes invités chez nous maintenant. Là. Bon, alors j'ai hâte d'aller chez toi pour souper bientôt. Avec plaisir, c'est vrai. Donc, ça y est, on part. Est-ce que tu voudrais peut-être te présenter ou qu'on se présente pour que les gens qui nous connaissent moins puissent en apprendre un peu plus sur nous? Oui, certainement. Ben, écoutez, Séverine Tamborero, je le disais et je le dis souvent, j'ai arrêté de compter à 30 ans dans mon expérience au niveau de l'entraînement, du coaching. Alors, ça fait plus de 30 ans que je suis dans mon milieu, ma passion, le sport, principalement le tennis. Et à travers tout ça, j'ai eu le privilège de faire plein de choses, de faire les Paralympiques pendant 10 ans, de travailler pendant 23 ans pour Tennis Canada sur le développement sportif, des années incroyables. J'ai rencontré des jeunes, des parents, des confrères, des consoeurs de travail incroyables. Et aussi le privilège d'avoir été auteur, 2 livres, un pour les parents, un pour le préjugé dans le sport, dont un avec Christiane Despatie, qui est une amie aujourd'hui. Et puis, à travers tout ce processus-là, écoutez, je suis aussi entraîneur. Alors, je travaille avec des jeunes, des athlètes de 6-7 ans jusqu'à une vingtaine d'années et même au niveau de l'âge adulte. Et je me suis rendu compte très rapidement que avec ces 30 ans-là, pourquoi je suis ici? C'est pour le partage. Je me suis rendu compte que d'être entraîneur, de faire ce que je fais, ce que j'ai fait, c'est de le faire dans un contexte de partage. Donc, très contente d'être ici avec toi, Marie-Ève. Ça fait 1 an, 1 an et demi qu'on parle de ce projet-là. Puis tu le sais comment c'est, hein? D'habitude, on parle, on a des projets, on voit des choses, on se discute, on s'appelle, qu'est-ce que t'en penses, on ferait ça? Puis là, on est là aujourd'hui. Alors, un privilège d'être ici, de partager plein de choses avec vous, puis de le faire avec Marie-Ève, pour moi, c'est le bonheur. Merci. Moi aussi, Séverine. Puis je pense que ce qui nous rejoint beaucoup, c'est notre passion. Je pense on s'est rencontrés, toi, quand tu étais à Tennis Canada, moi, en tant que joueuse au tout départ, puis après, quand je suis devenue entraîneur à Tennis Canada aussi, puis tout récemment à TVA Sport, quand on commente les matchs de la WTA, ou Coupe Davis, Coupe Billie Jean King. Donc, on s'est retrouvés à tout le temps avoir des conversations sur plein de sujets différents, puis on voyait... T'sais, on adore notre sport, on adore le tennis, les deux, puis on veut... Un autre truc qu'on a en commun, je pense, c'est
aider les gens. On se fait Ouais. souvent poser des questions, on se fait souvent approcher. Qu'est-ce que je devrais faire avec mon jeune? Je veux qu'il joue au tennis. Comment je commence? Quel exercice je devrais faire? Que ça soit au niveau professionnel, comment j'accompagne mon jeune? Ou la transition pour aller chez... le parcours universitaire. Il y en a beaucoup qu'après les juniors, ben, ils décident d'aller à l'université aux États-Unis. C'est pas nécessairement évident. Il y a plein d'informations à connaître. Puis là, c'est un peu de tous ces genres de discussions-là que l'idée du podcast est partie, de dire, écoute, il faudrait qu'on ait un média, un moyen de communiquer, d'informer les gens, de partager notre passion et de continuer d'en apprendre aussi, parce qu'il y a tellement... Ça évolue tout le temps, notre milieu du tennis. Il y a toujours de l'actualité sur quoi discuter. Donc, les sujets sont comme infinis. Puis, je suis contente d'être à tes côtés. Moi j'ai pas vraiment encore tout dit à mon sujet, là. J'en ai énuméré quelques-uns, mais j'étais surtout joueuse de tennis professionnel pendant 15 ans sur le circuit. J'ai arrêté à 30 ans. Puis, c'est ça, je suis montée jusqu'à 106e en simple, 54e en double. Ça, c'est une autre vie. Après ça, je suis devenue entraîneur, travaillée à TVA Sport aussi. Puis, c'est ça, je suis jamais très, très loin du milieu de compétition, du tennis. Puis, je suis bien contente de partir dans ce nouveau projet avec toi, c'est vrai. Ben, écoutez, je pense que c'est le fun. C'est le fun. On ne sait pas si taper sur les nerfs encore, malgré toutes les choses qu'on a fait ensemble, que ce soit la télé ou ici. C'est bon signe, hein? Oui, exactement. Puis, tu as raison. Je trouve que ce qui est le fun aussi, c'est que c'est sûr que notre ADN, c'est le tennis, c'est notre sport, c'est notre profession, mais on se rend compte rapidement, là, en faisant nos épisodes et en faisant le premier, que finalement, ça va être aussi sur une perspective très transférable sur plein de sports. Mm-hmm. Parce qu'on veut aider la communauté. La communauté, c'est qui? C'est les parents, c'est les athlètes, c'est les entraîneurs, les fédérations sportives. Et la communauté francophone, hein, parce qu'on va aller au-delà du Québec. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter à travers la France, la Belgique et ailleurs. Puis on vous invite à nous écouter et aussi à nous écrire, à nous parler. Mais c'est ce transfert-là d'informations qui va vraiment, je pense, être intéressant. Tu l'as dit, on va apprendre. On espère que les gens vont apprendre aussi de tout ça. Et quand on parle d'apprendre et de communiquer, ben, on sait qu'on a besoin d'une équipe. Hein? Les gens pensent que, d'ailleurs, le tennis, c'est un sport individuel. On compétitionne au niveau individuel, mais il y a toujours une équipe. Exact. Il y a toujours des gens autour de nous, des parents, des amis, des entraîneurs. Les influences sont importantes. Exact. Et on a décidé, nous, de se faire plaisir, de s'entourer de collaborateurs. Et d'ailleurs, ben, il y en a deux. Hein, qu'on va avoir avec nous et qui sont Mélanie et Dean, qu'on a bien hâte de vous présenter. Les voici. Bon, Marie-Ève, on a dit qu'on voulait partir ce podcast pour faire plein de choses et s'entourer de personnes qui étaient des rockstars, hein? Mais oui. Quand même, on s'est dit... Des as, moi je disais des as. Ouais, OK, on va y aller pour des as. Et on a dit qu'on voulait regrouper quand même un dream team, là. Mm-hmm. Bon, il y a toi et moi, c'est sûr. Je veux dire, on ne peut pas aller en compte de ça. Mais on a regroupé des collaborateurs qui vont être avec nous tout au long de la saison. Exactement. On a Dean et Mélanie qui sont là. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon, étant donné que Marie-Ève et moi, on ne veut pas faire d'erreur parce qu'on pense qu'on a alentour de l'écran et ici à peu près 100 ans d'expérience, hein, Dean, c'est à peu près ça? Pas moi toute seule, oui. Mais non, ensemble. Ensemble, oui, c'est ça. Alors, on va vous laisser un petit peu vous présenter, que les gens vous connaissent. Vous êtes qui? Vous avez fait quoi? Et vous faites quoi? Et puis, par la suite, Marie-Ève et moi, on a des petites questions qu'on a pour vous, justement, pour voir vers où on s'en va cette année ensemble. Alors, bien, Mélanie, on y va avec toi. Présente-toi et avec tout le bagage que tu as, vas-y, hein, tu peux y aller très large. C'est pas grave si ça prend un peu de temps, là. Ben quand même, je vais inviter les gens à aller me googler. C'est bon, ça! Déjà, ça le fait. Mais en fait, ben, je suis nutritionniste du sport. Et qu'est-ce que ça veut dire à la base? C'est que, bon, j'ai un bac et une maîtrise en nutrition. Et ma maîtrise était vraiment en physiologie de l'exercice. Et par la suite, ben, j'ai travaillé dès mon jeune temps au niveau du sport professionnel. Donc, suite à un petit passage en nutrition clinique et un passage universitaire à l'Université de Montréal où est-ce que j'ai enseigné, ben, j'ai commencé à travailler avec les boxeurs. Donc, mon premier
vraiment, mon premier travail était avec la boxe professionnelle, les boxeurs d'Interbox, où je suis, comme je disais, j'ai dit à mon père, je lâche ma vraie job pour aller travailler dans le bois avec une gang de gars. Alors, en cas d'entraînement avec les boxeurs, à apprendre vraiment la nutrition sportive parce qu'il y avait peu de choses qui se faisaient. On n'avait pas beaucoup d'études, de données scientifiques, etc. Donc, mon parcours a commencé comme ça et avec le Centre national multisport de Montréal et les athlètes olympiques, donc beaucoup au niveau du plongeon, au niveau nage synchro. J'ai travaillé avec pas mal tous les sports olympiques et paralympiques également. Donc, ça a été mon parcours au début. Puis, j'ai fondé mon entreprise qui était ATP Nutrition Sportive, qui est devenue Vivaille en 2003. Puis, on a changé de nom en 2011. Et puis, ben, le tennis là-dedans, parce qu'on s'est rencontrés via quand même Tennis Canada. Donc, mes premières armes avec Tennis Canada étaient en 2008, 2009. En tout cas, j'avais 2006 même, ouais, dans le coin de Beijing, là, parce que j'avais travaillé avec les gens de tennis dans le coin des Olympiques. Et puis, avec les gars de la Coupe Davis, etc., et la relève. Et là, c'est Ariane qui est chez nous, la nutritionniste attitrée à Tennis Canada, donc Ariane Lavigne. Et puis, ben moi, j'aime le tennis. J'aimerais ça être bonne, mais je suis pas bonne, mais j'adore ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que j'ai fait 3 Jeux olympiques comme nutritionniste avec le Comité olympique canadien. J'ai été la première. J'étais un peu la petite souris verte là, qui était à accompagner les athlètes lors de 2 Jeux d'hiver et les Jeux d'été de Beijing. Et puis après ça, ben travaillé 15 ans avec le patin vitesse courte piste. J'ai travaillé également avec le Canadien de Montréal. Là aussi, j'étais la première in the house avec les gars pendant 7 ans. Et puis, ben voilà, donc j'ai ma petite entreprise. On fait de la nutrition sportive avec monsieur, madame, tout le monde qui a à cœur d'être en santé, de bouger, de s'améliorer, de performer au quotidien. Et c'est ça qu'on essaie de faire et de démêler un petit peu tout ce qui est dit en lien avec la nutrition, les diètes, etc. Donc, on manque pas de travail. Hey, merci beaucoup, Mélanie. C'est tellement, je suis vraiment excitée de t'avoir parmi nous pour le podcast. Il y a tellement de sujets intéressants qu'on va pouvoir discuter ensemble, évidemment, au tennis, avec les horaires qui changent tout le temps. On ne sait jamais à quelle heure on joue. Je sais que c'est assez complexe aussi. Puis il y a beaucoup de parents qui se posent plein de questions à ce sujet-là, même les athlètes, tellement de trucs pour trouver ces routines, ce qui fonctionne. Je pense que c'est assez individuel aussi, chaque approche. Donc, je suis vraiment excitée de pouvoir avoir des discussions dans le futur avec toi pour aider les gens, les informer et tout. Donc, gros merci. Mélanie, j'ai tellement hâte qu'on parle d'autre chose que du lait au chocolat, là. Parce que dans tous les tournois, dans tous les sacs à lunch, dans tous les athlètes, lait au chocolat. Fait qu'il va falloir qu'on parle de ça. Ça sera peut-être notre premier thème. Mais oui, moi aussi, j'ai bien hâte. J'ai comme l'impression qu'on va apprendre autant que les gens qui vont nous écouter. Donc, on a bien hâte de faire la suite. Dean, on dirait qu'il n'y a comme pas de nutrition sans physique, il n'y a pas de physique sans nutrition. Fait que le lien est quand même pas si mal. Alors, Dean, vas-y, tu as tellement d'expérience, d'expertise, toi aussi. Lance-toi dans tout ton bagage des dernières années. Bien, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation et je suis vraiment content d'être ici avec vous. Pour moi, ça fait au moins 20 ans que je suis un préparateur physique. Quand je dis 20 ans, je pense que j'ai arrêté à compter à 20 ans. C'est plus proche de 25. Moi, j'ai pris 30, fait que c'est pas si pire. Ouais, OK. J'ai commencé ma carrière comme un entraîneur personnel. Je travaillais dans les maisons. Mais je voulais vraiment... J'adore le sport. J'ai toujours fait plusieurs sports. J'ai eu une certification avec the National Strength Conditioning Association en 1960. Non, pas 1960, non. 1990. Puis depuis ce temps-là, j'étais impliqué avec plusieurs sports. Je pense que j'ai presque travaillé avec tous les sports imaginables, sauf le curling. Je pense que c'est le seul sport que je n'ai pas travaillé avec. Mais ça fait 15 ans que je suis directeur du haute performance à Club CDL. Puis c'est un club de tennis. Puis depuis ces 15 ans-là, je suis impliqué
juste avec les joueurs et les joueuses de tennis. Je suis aussi certifié par des International Tennis Association comme Master Tennis Performance Specialist. Je suis tellement chanceux d'avoir été capable de travailler avec des joueurs de tennis de tous les âges, disons, de 8 à 10 ans jusqu'à 50, 60 ans. J'ai travaillé avec plusieurs joueurs au niveau national et du WTA et du ATP. C'est vraiment un privilège pour moi de travailler avec ces joueurs-là parce que c'est vraiment quelque chose que je suis passionné. Puis être capable d'aider quelqu'un à se rendre à leur niveau, le plus haut niveau possible, c'est vraiment c'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie. Puis je suis vraiment content d'être ici avec vous. Puis j'ai hâte de donner encore plus aux communautés de tennis. Oui, merci, Dean. C'est vraiment un milieu aussi qui est toujours en train d'évoluer. Hein? Si je compare à quand j'ai commencé sur le circuit à maintenant ce que les jeunes font comme préparation, comme échauffement, ça change. Puis je sais que tu es toujours à l'affût de tout ce qui est nouveau par rapport à l'approche pour les entraînements physiques. Donc, c'est vraiment tout un atout de t'avoir dans notre équipe. Merci d'être là. Merci, merci. Puis vous avez raison aussi que je n'avais pas mentionné, je fais partie de l'équipe PTR, l'équipe d'éducation, de Professional Tennis Registry. Puis nous, ensemble, on est en train de créer plusieurs certifications, des nouveaux regroupements pour les coachs. So, c'est quelque chose qui aussi m'intéresse beaucoup. Ah, mais c'est super, hein? Puis je pense que c'est ça qui fait qui nous rapproche ici aujourd'hui, puis pour le podcast, c'est cet aspect-là d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, puis de prendre notre bagage, puis de le partager. Puis je pense que ça revient autant pour Mélanie, Dean, puis nous deux, Marie-Ève, c'est ce partage. Mm-hmm. Et avant de vous laisser partir, et on va faire la suite dans les prochains épisodes, si de votre côté, vous aviez à penser à ce que vous voulez que les gens retirent de ce que vous allez partager avec eux cette année, ça serait quoi? Ça serait quoi pour toi, Mélanie, le succès là, justement du podcast dans ce que tu as envie de faire et partager avec les gens? Oui, ça, c'est vraiment une bonne question. Merci. Chance suivante en premier, Mélanie. Moi, vraiment, là, en tout cas, c'est sûr que, tu sais, moi, je souhaite que les gens retournent après avoir écouté avec, je dirais, moins de poids sur les épaules, à penser que ça peut pas être simple. L'alimentation, ouais. Parce que même moi, des fois, je vais à l'épicerie puis je deviens un peu découragée. Souvent, je dis, j'aimerais ça peut-être aller vendre des fleurs parce que il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de nouvelles choses. Et ce que je me dis, c'est qu'on a tellement accès maintenant à une science qu'avant, on n'avait pas accès à cette science-là, que là, dans le fond, les recherches, tout ce qui est dit devient accessible, mais en même temps, on complique les choses alors que souvent, la base reste la base, la simplicité est là, que les choses se passent dans la cuisine. La perfection, elle n'existe pas. Ah non? Non, tout est imparfait et c'est parfait comme ça. Et puis ça, je pense que dans l'alimentation, des fois, surtout quand on met beaucoup d'investissement dans temps, dans l'entraînement et tout, on recherche cette perfection-là. Et puis, peut-être de ramener les choses à la simplicité, de vraiment simplifier l'alimentation pour rendre ça aussi accessible, puis moins lourd, vraiment plus léger. Moi, j'aurais le goût que les gens ferment le podcast, disent « OK, bon, ben oui, ça, je peux faire ça. Oui, ça, je comprends bien ça. Oui, ça, c'est un bon exemple. » qui simplifie vraiment les choses et on n'a pas besoin de sortir des mots hyper compliqués pour comprendre qu'il faut s'hydrater et qu'il faut récupérer et que finalement, c'est correct de manger un peu de tout. Mais il y a quand même des choses qui ont beaucoup évolué, hein, tu l'as dit, Marie-Ève. Fait que ça, d'amener des nouveautés aussi, puis de défaire certains mythes, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis j'invite les gens à soumettre des sujets, des questions aussi, là, parce que on est là pour répondre à leurs questions, à leurs besoins. Alors, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir. Puis si je n'ai pas la réponse, ben j'irai la chercher. J'aime ça. On n'a pas réponse à tout.
J'ai déjà hâte de t'entendre. J'ai déjà plein de questions pour toi. T'es mieux d'être prête. Bon, Marie-Ève, n'oublie pas, c'est pour les gens qui nous écoutent, là, tout Ah. ça. Là, mais moi aussi, j'ai plein de questions. Dean, de ton côté, qu'est-ce que tu aimerais? J'aime beaucoup cet aspect-là, hein, de rendre les choses accessibles, faciles. Puis des fois, on a tendance à penser que plus c'est compliqué, plus on fait la bonne chose. Puis j'ai comme tendance à penser l'inverse de mon côté. Donc, pour toi, ça va être quoi, ce succès-là cette année avec ce que tu veux partager avec les gens? Ouais, bon, premièrement, j'aimerais dire, Mélanie, ta réponse était excellente. Puis c'est presque la même chose pour le fitness. Pour le monde essaie de faire ça trop compliqué. On pense que si un exercice a l'air vraiment cool, que c'est quelque chose qu'on voit au Cirque du Soleil, elle devait être très bonne. Euh, une des choses aussi que ce que je vois, surtout avec les juniors, que j'aimerais que les coachs, les jeunes, les parents sachent, c'est que si Carlos Alcaraz il est en train de faire un programme aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est pour leurs jeunes de 12 ans. Lui, il ne faisait pas la même chose à 12 ans qu'est-ce qu'il faisait aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne que dans le fitness, c'est de mettre une base en place, une bonne fondation, puis on bâtit dessus. Puis chaque athlète est complètement ou presque complètement différent, puis a besoin de choses différentes pour leur aider, pas juste pour être plus fort, plus puissant sur le terrain, mais aussi pour éviter les blessures. Très bon point, Ça, ça. peut-être que j'aurais plus mal à l'épaule, puis je vais pouvoir jouer plus souvent. Ah! Mais tu as tellement raison, Dean. Puis, encore une fois, tu sais, un mot-clé, c'est d'être capable de personnaliser l'approche, d'individualiser l'approche. C'est pas parce qu'il y a une façon de faire ou... Et tu as tellement raison, il y a un exercice. Tu sais, combien de personnes qu'on connaît, surtout en tennis, qui sont devenues gauchers parce que Nadal était gaucher ou qui se sont mis un petit bandeau parce que leur joueur favori. Et c'est bien de faire ça, mais tu as tout à fait raison de le mentionner. L'individualité est tellement importante, puis t'en sais quelque chose. Hein? Chaque joueur, chaque joueuse a ses forces, ses faiblesses, sur quoi il faut mettre l'emphase. Puis, je pense, pour atteindre son potentiel maximum, c'est ça l'objectif. Là. C'est pas d'être comme quelqu'un d'autre, c'est d'être le meilleur que nous, on peut être. Puis, d'avoir les bonnes personnes qui nous entourent, qui nous conseillent. Ça, c'est important pour y arriver. Oui, exact. En tout cas, j'ai tellement hâte déjà, au prochain épisode, j'ai comme l'impression qu'on va avoir des outils tout au courant de l'année. On a aussi comme mission, Marie-Ève et moi, de démystifier un peu la performance. Je pense qu'on a peur d'en parler, puis on a tendance à penser, parce qu'on parle de performance, mais ça veut dire, oh mon Dieu, du haut niveau inaccessible. Puis Mélanie et Dean, avec ce que vous nous dites aujourd'hui, bien, on est en train de comprendre, bien, c'est plus accessible qu'on le pense. Alors, un gros merci, puis on a vraiment hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochain épisode. Merci à vous deux. Merci à vous Merci deux. à vous. Merci. Donc, très encourageant, Séverine, là, quand même, de les entendre. Nous, on les connaît déjà, mais de pouvoir avoir accès à toutes leurs connaissances au cours de l'année pour nos épisodes, ça va vraiment être intéressant quand on a des questions, pouvoir aller tout de suite vers les experts. Oui, puis tu as raison, c'est l'accès. Puis c'est ça qu'on veut faire. On veut donner accès à ces gens-là, des gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise. Moi, je suis toujours épatée. De mon côté, je dis plus que j'ai arrêté de compter à 30 ans, là. Mais après 30 ans, de continuer d'apprendre. Et je pense que si on est capable, toi et moi, d'apprendre encore aujourd'hui, bien, j'ai comme l'impression qu'on va être capable de partager avec les gens qui nous écoutent, justement, des gens avec autant d'expérience, ça va être super. Alors, j'ai bien hâte à la suite. On continue sur le prochain sujet. Donc, on a un autre invité qui était vraiment important pour nous à vous présenter, Dr. Olivier Rabin de la WADA. Bonjour, Dr. Rabin. Marie-Ève, on a un privilège aujourd'hui d'avoir le docteur avec nous qui représente l'agence WADA. Mais qu'est-ce que c'est l'agence WADA? On le sait, l'objectif du podcast, c'est d'informer, c'est d'éduquer, c'est de démystifier un peu la performance. Mais là, parlant de performance, on vient de finir les Olympiques, les Paralympiques commencent, on entend beaucoup parler de dopage, de tests, comment ça fonctionne. Donc, on va demander au docteur de nous donner quelques détails là-dessus, mais avant tout, qu'est-ce que c'est l'agence comme telle?
Tout d'abord, bonjour à vous. Alors, l'Agence mondiale antidopage, WADA en anglais, World Anti-Doping Agency, a été fondée en 1999 suite au scandale connu sous le nom de scandale Festina dans le milieu du cyclisme, où à l'époque, tout ce qui était antidopage relevait du Comité international olympique, qui souvent fonctionne par cycle, le cycle des Jeux olympiques. Mais il y avait le souhait, et notamment le souhait non seulement du mouvement sportif, mais également d'un certain nombre de gouvernements dans le monde, d'avoir une activité continue et pérenne dans le domaine de l'antidopage dans le sport. Et donc, la décision commune, lors de la première conférence mondiale sur le dopage dans le sport, à la fois du Comité international olympique au nom du mouvement sportif, mais également des gouvernements du monde entier, de créer une agence indépendante. Et donc l'agence a été créée en 1999 et suite à un appel d'offres, s'est installée à Montréal en juin 2002. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 20 ans que nous sommes à Montréal. Excellent, c'est vraiment cool d'avoir ça chez nous comme agence. Puis, vous vous occupez de tous les sports, vous représentez, ou c'est quoi exactement le rôle que l'agence a? Alors effectivement, tous les sports olympiques et paralympiques et bien au-delà, beaucoup de fédérations internationales qui ne sont pas forcément liées à ce qu'on appelle la famille olympique ou paralympique, peuvent être signataires du Code mondial antidopage. Et donc notre rôle, le premier rôle de l'agence a été de créer des règles communes pour tous les sports et ou tous les pays qui deviennent signataires du Code mondial antidopage. Pour les sports, soit directement auprès de l'AMA, ou pour les pays via la Convention de l'UNESCO de 2005 sur le dopage dans le sport. Donc aujourd'hui, vous avez plus de 700 organisations sportives dans le monde qui opèrent sous les règles du Code mondial antidopage. Et les grands événements sportifs que vous voyez souvent dans le monde, peut-être à l'exception de quelques ligues professionnelles aux États-Unis, opèrent sous les règles du Code mondial antidopage, de ces règles harmonisées entre tous les pays et tous les sports afin de lutter efficacement contre le dopage dans le sport. OK. Donc, comme vous l'avez mentionné, je crois vous identifiez ce qui est interdit, en fait, comme utilisation pour les athlètes. Et par la suite, est-ce que c'est votre agence qui fait les tests dans les laboratoires pour analyser les résultats des athlètes? Alors, c'est une très bonne question. L'agence a un rôle réglementaire, un rôle d'agence réglementaire, c'est-à-dire de préparer et d'édicter les règles dans le domaine du dopage dans le sport. Il y a d'autres acteurs dans le monde de l'antidopage, et notamment les agences nationales antidopage. Vous avez le CCES ici au Canada, et il y a l'équivalent dans un certain nombre de pays dans le monde. Et vous avez également des organisations internationales telles que l'ITA, qui est basée à Lausanne, en Suisse, qui ont pour rôle de collecter les échantillons, de les envoyer vers des laboratoires antidopage qui sont accrédités par l'agence. On en a notamment un ici à Laval, tout proche de Montréal, qui sont autorisés par l'AMA, certifiés par l'AMA, si vous voulez, pour mener des analyses antidopage sur des échantillons humains à des fins de détection du dopage dans le sport. Donc, si vous voulez, il y a une articulation, il y a plusieurs acteurs. Nous, notre rôle est d'avoir un rôle réglementaire et de nous assurer que les pays ou les sports adhèrent et appliquent correctement le Code mondial antidopage et les standards internationaux, dont celui de la liste des substances et des méthodes interdites, par exemple. Oui, et on voit que c'est complexe, hein, et c'est pas si simple que ça, autant de votre côté que du côté de la famille, de l'athlète, l'entraîneur, l'athlète lui-même. Si vous avez un conseil à donner, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de choses qui sont naturelles. Les athlètes, quand on atteint un niveau international, tout le monde a une éducation en fonction de son sport. On a un petit cahier où tout ce qui est proscrit, évidemment, est à l'intérieur. Quel serait votre conseil? Est-ce qu'il y a une façon de tester ce qu'on prend pour s'assurer que justement on n'est pas dans une situation où on est dans une compétition et malheureusement, bien, on a un test qui revient et qui fait en sorte qu'il dit qu'on a eu une substance dans notre corps qui ne devait pas être là? Alors, je crois que vous l'avez évoqué, l'antidopage aujourd'hui est un sujet complexe, tout simplement parce qu'on parle de substances ou de méthodes qui sont extrêmement complexes en elles-mêmes dans leur mécanisme d'action. Pour moi, le meilleur conseil qu'on puisse donner à des athlètes, c'est de s'intéresser et de se renseigner.
C'est-à-dire que l'ignorance n'est jamais une excuse et qu'à partir de là, lorsque on doit prendre des substances, quelles qu'elles soient, je veux dire, tout le monde et les athlètes y compris peuvent être malades, c'est tout à fait normal, peuvent avoir recours à des médicaments, toujours se renseigner. Soit auprès d'un médecin d'équipe, soit auprès d'un médecin de la Fédération internationale, d'une agence nationale antidopage. Il y a aussi des outils en ligne qui permettent de se renseigner, savoir si une substance ou un produit est interdit. Ça, pour moi, c'est un devoir de l'athlète, bien évidemment, et de son entourage de fournir les informations appropriées. Il y a des outils qui existent, des outils en ligne qui permettent de se renseigner. Il faut savoir pour un athlète, et c'est pour ça que je dis qu'il est important de s'intéresser au sujet, il faut connaître les règles, c'est évident, mais il y a aussi des outils qui sont à disposition d'athlètes pour savoir si des substances ou des méthodes sont interdites ou pas. Ne jamais non plus se fier à ce que vous dit une personne sans se renseigner. Un de vos collègues ou un de vos coéquipiers qui vous dit: Ah, mais j'ai pris telle substance, je suis sûr que c'est très bien pour toi. Non, je veux dire, il faut rester vigilant. Il y a un devoir de responsabilité de la part de tout athlète de se renseigner et s'il y a le moindre doute, il y a les outils aujourd'hui pour se renseigner. Donc je crois que, comme je le disais, l'ignorance n'est pas une excuse et donc il est important que les athlètes aient cette attitude proactive dès qu'ils sont exposés à une substance et ça peut bien évidemment éviter des soucis, notamment lors de contrôles antidopage. Oui, je sais que pour moi, quand j'étais athlète, c'est une de mes plus grandes peurs. Là. Juste quand tu tombes malade, pas aller à la pharmacie, Ouais. prendre n'importe quoi, toujours se renseigner. Faut tout le temps faire attention sur ce qu'on prend. Je me demandais aussi si vous pourriez peut-être expliquer, parce que je ne sais pas si ça a énormément changé depuis que moi j'ai arrêté de jouer, mais je sais qu'on devait remplir à chaque jour à un endroit, donner 1 heure dans la journée où on était disponible pour... justement, si quelqu'un voulait venir nous faire un test antidopage, est-ce que c'est toujours le cas? Il y a un calendrier à remplir pour les athlètes tout au long de l'année? Alors absolument, si vous êtes un athlète qui fait partie du groupe cible d'athlètes dans votre sport ou dans votre pays, vous avez une obligation au travers d'une plateforme de donner des informations sur votre géolocalisation au moins 1 heure par jour, de telle façon à ce que vous puissiez être testé pendant ce créneau horaire, voire en dehors de ce créneau horaire. Mais c'est toujours une obligation qui existe. Elle est contraignante, nous en sommes tout à fait conscients. En même temps, c'est aussi une garantie pour les athlètes, quels que soient les pays, que les autorités antidopage peuvent venir frapper à leur porte à n'importe quel moment pour les tester. Donc effectivement, c'est une contrainte, nous en sommes tout à fait conscients. On a les outils aujourd'hui pour essayer de rendre cette contrainte la moins pénible possible. C'est aussi ce que un certain nombre d'athlètes demandent de telle façon à être sûrs que leurs compétiteurs, lorsqu'ils les rencontrent dans des compétitions internationales, par exemple, soient testés avec la même rigueur qu'eux-mêmes. Donc, je pense que, au final, c'est un bénéfice pour les athlètes et pour le système lui-même. Okay. Oui, puis exactement, hein, vous le dites, pour avoir été avec des athlètes à ce niveau-là, ben, le 25 décembre, on frappait à la porte et puis il y avait un test qui se faisait. Alors, quand vous dites que ça arrive à toute heure du jour et à tout moment de l'année, c'est effectivement vrai. Puis il faut être vigilant à ce niveau-là. Et écoutez, je pense qu'on peut en parler des heures et des heures, mais avant de terminer, est-ce que avec votre expérience et depuis l'agence, est-ce que vous voyez un changement sur le plan international, justement, sur l'approche du doping et sur l'éducation qu'on a fait depuis tant d'années? Est-ce qu'il y a un changement qui est en train de se produire à ce niveau-là, vous pensez? Oui, je pense, j'ai le privilège de travailler pour l'agence depuis plus de 20 ans maintenant et j'ai vu une forte évolution non seulement des règles antidopage et de leur complexité, je crois qu'il faut le reconnaître et qui ne reflète jamais que l'évolution de la complexité de la science et de la médecine dans le monde et d'une façon générale aussi des moyens qui sont mis à disposition pour certains athlètes malheureusement de se doper. Donc on est obligé de suivre aussi cette évolution et cette complexité. Je pense que là on a vu une très forte évolution, c'est sur le volet éducation aussi où de plus en plus les athlètes ont accès à de l'information, mais pas seulement les athlètes, aussi leur entourage. Je crois qu'il est très important de réaliser
pour vos auditeurs qu'un athlète est rarement isolé. Il a souvent tout un entourage. Ça peut être la famille, c'est l'entraîneur, ce sont les coéquipiers, ce sont les équipes nationales ou régionales. Un athlète n'est jamais seul. Et je pense qu'on a vu au cours des années le cercle d'éducation s'élargir autour de l'athlète vers les parents, vers les entraîneurs, vers les coéquipiers. Aujourd'hui, on a des plateformes et des sections spécifiques qui sont dédiées à ces personnes de l'entourage d'un athlète. Et je pense qu'il est important à la fois pour un athlète d'être conscient de ses responsabilités, mais également à l'entourage d'un athlète qui apporte un soutien quel qu'il soit à un athlète, que ce soit l'entraîneur ou la famille, d'être conscients eux-mêmes de leurs responsabilités et de leurs devoirs. Oui, c'est bien à entendre, hein, parce que, bon, il y a évidemment toujours des histoires qui sortent et je trouve que souvent, il y a beaucoup de gens maintenant avec les réseaux sociaux, chacun a son opinion de ce qui s'est fait, ce qui s'est pas fait, mais je trouve qu'il y a un manque d'éducation. Il y a tellement de choses à savoir que de se lancer sur des prises de décision, des perceptions d'une situation, c'est beaucoup trop facile. Et puis, Marie-Ève et moi, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec ce podcast Bris d'égalité. Et on va sûrement mettre des liens là, pour donner accès aux parents. Vous le dites, ça va au-delà de l'athlète. Il y a un entourage qui est là et l'entourage au complet doit être au courant. Donc, écoutez, quel beau privilège, quelle belle conversation. On va peut-être vous reparler à nouveau au courant de l'année. On sait que le sport n'arrête jamais. Puis bravo pour vos 20 ans aussi auprès de l'agence. Et je pense qu'il faut être fier que l'agence ce soit à Montréal aussi. Tout à fait. Un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous partager toutes vos connaissances. Puis au plaisir de se reparler au cours de l'année. Merci à vous pour votre intérêt et au grand plaisir de discuter à nouveau avec vous du sujet. Merci. Bonne continuation. C'est très gentil. À très bientôt. Merci. Quand même, hein, il y a beaucoup, je trouve, tellement complexe en tant qu'athlète. Je me rappelle, moi, c'était un stress de savoir, on sait quand tu vas dans un bar, n'importe quoi, tu regardes ton verre, mais c'est encore plus pour un athlète, n'importe ta bouteille d'eau, tu te promènes, ce que tu manges. Je sais qu'il y a des athlètes en Amérique du Sud aussi, parce que ce qu'ils mettent dans la viande, il peut en avoir une trop grande quantité. Donc, c'est tout le temps, dans toute ta journée, de réfléchir à l'antidopage, ce que tu mets dans ton corps, les gens qui sont autour de toi, tu dois avoir confiance. Par la suite aussi, c'est quand même toute une responsabilité de remplir ce calendrier-là sans faire d'oubli. Au tennis, tu perds une journée, le lendemain, tu t'en vas ailleurs, il ne faut pas que tu aies oublié d'avoir fait les petits changements. Parce que je pense que c'est 2 ou 3, si tu as 3 fois qu'ils viennent te tester et que tu n'es pas présente, tu es considéré comme coupable. Oui, puis tu as raison, Marie-Ève. C'est pas juste de se conscientiser pour nous, mais c'est pour les gens qui sont alentour de nous, pour notre équipe. On est comme responsable de tout le monde. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'à chaque fois que je vais avoir une situation qui va se présenter dans notre sport ou un autre, de ne pas sauter aux conclusions rapidement, puis d'essayer d'aller chercher de l'information parce que sinon, c'est trop facile. Oui, bon point. Donc maintenant, un sujet, Séverine, notre capsule fashion. On voit les photos de Naomi Osaka au US Open. Assez extraordinaire quand même ce qu'elle portait pour son match de premier tour. Regarde-moi les boucles qui sont sur son dos, sur ses chaussures. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh là là! Bon, premièrement, le premier réflexe, c'est de dire bravo pour la créativité. Je pense qu'à un moment donné, ça fait du bien de voir des choses comme ça. On essaye des trucs. Bon, au début, on a vu des Kyrgios avec ces choses de basket. Et là, on voit Osaka qui rentre sur le terrain. Et je pense que d'ailleurs, elle a différentes couleurs. Si elle joue le soir, si elle joue le jour. Et on remplace un peu Serena Williams, tu penses pas? Parce qu'avant, on faisait des tenues vraiment spéciales, surtout à New York pour Serena. On se souvient du 4 suits, hein? À Roland-Garros, je pense. Ouais. Puis même en soirée, à New York, Maria Sharapova, elle avait une tenue de jour, une tenue de soirée. Maintenant, c'est Naomi Osaka. Là, on crée vraiment une collection chez Nike spécialement pour elle. Moi, j'aime ça. Je trouve ça au moins un beau sujet de discussion. Puis, en tout cas, de ce que je disais, on a vraiment été avec sa personnalité. Hein. Elle a dit qu'elle se transforme. Elle devient comme un personnage quand elle va jouer ses matchs. Donc, on a voulu aller rejoindre un peu ça chez elle. Bien, encore une fois, la créativité, moi, je la salue. Mais il y a personne qui est confortable qui à va jouer me faire à croire que de jouer avec une boucle dans le dos. Sur les souliers, c'est quand même assez léger,
mais de jouer avec une boucle... Mais elle l'avait pas pour jouer, juste pour l'échauffement? Elle avait une petite boucle en arrière, comme une petite ceinture près de la jupe. Je doute du plaisir et du confort de ce que ça donne, mais je suis d'accord avec toi. C'est créatif, ça donne ce que ça doit donner. On en parle aujourd'hui. On va en parler encore du fashion en tennis. On sait très bien, tu le dis, souvent, on dirait que les grands chelems, c'est comme un moment où tout le monde arrive avec des nouvelles couleurs. La nouvelle collection. La nouvelle collection, elle est envoyée. Puis bon, à New York, on sait que c'est exactement ce qui se passe. Donc, conclusion sur Osaka, particulier. De mon côté, je salue la créativité, mais le confort... On a compris que tu n'allais pas le porter pour tes prochains Je pense pas, non. entraînements. Ben, peut-être en tant que cadeau à Noël, peut-être je me mettrai une petite boucle. Ah, OK, c'est bon. Un autre sujet qui a fait beaucoup parler dernièrement, Félix Auger-Aliassime face à Jack Draper à Cincinnati. C'était sur balle de match, dans le bris d'égalité de la 3e manche. Je pense que tout le monde a vu la reprise. Quand tu as vu la balle quand tu regardais le match là, live, est-ce que tu as tout de suite vu qu'il y avait 2 bons ou c'est avec la reprise vidéo? Parce que moi, ça m'a pris plus qu'une reprise vidéo avant, personnellement, là, d'être sûr de bien voir que la balle de Draper, en fait, avait touché le sol avant de retoucher sa raquette. Te dire que j'ai conclu qu'il y avait comme une erreur ou qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, non, mais par le rebond de la balle, je me suis posé la question immédiatement, est-ce qu'il y a eu un double bond? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement sur la raquette? Et là, ben, la conversation est arrivée. Honnêtement, moi, il a fallu que j'arrête de regarder la reprise vidéo parce que les 5 premières minutes, c'est évident dans le vidéo, mais on dirait que plus je le regardais, plus je me disais, ben non, ça a été correct. Effectivement, la balle a touché au sol avant. Fait qu'il y a eu une confusion dans ma tête sur le vidéo dans les 5 premières minutes, puis les 5 dernières. Fait que moi, tu sais, je me mets à la place de l'arbitre qui n'a pas le droit à la reprise vidéo. C'était super difficile à faire comme appel. La plupart du temps, c'est le joueur qui va le sentir, quelque chose de pas correct qui s'est passé. Ça n'a pas été le cas pour Jack Draper, qui, sur le coup, il dit ne pas l'avoir senti, que la balle avait touché. Et en plus, c'était sur balle de match, donc il a gagné le match là-dessus. Permets-moi de douter de ça. Hein? Ouais. À ton niveau, tu l'as vécu. Mais ce que j'ai apprécié de lui, au moins, bon, il a quand même pris la victoire, c'est ça, mais après, il a dit « Je suis allé voir la reprise vidéo », puis il a partagé sur son Instagram, il dit « J'étais complètement dans le champ. C'est vrai que sur la reprise vidéo, la balle, elle retouche le sol. J'aurais pas dû prendre le point, etc. » Donc, au moins, il a été transparent. Il a vu que par après, il y avait tort. Il l'a admis. Et je tiens surtout à souligner l'attitude de Félix dans cette séquence. On sait, on l'adore, Félix, pas juste parce qu'il joue au tennis de manière incroyable, mais par rapport à la personne qu'il est, avec ses valeurs. Puis encore une fois, une occasion qui tout naturellement démontre les belles valeurs qui sont incarnées chez lui. Hein. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Pour moi, bon, d'une part, il faut vraiment spécifier pour les gens qui nous écoutent que la reprise vidéo n'était pas accessible et n'est toujours pas accessible. Juste au US Open maintenant, ils ont le droit d'aller aux reprises vidéo. Sinon, c'est un règlement qui devrait être changé sur le circuit, tu as raison. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est un petit peu la conversation qu'il y a eu entre les joueurs. Et ce que j'ai apprécié de Félix, à part son calme, c'est le fait qu'il a dit aux joueurs, « Écoute, je ne te demande pas de te commettre. » Il dit, je pense que tu as dû sentir si c'était correct ou pas, mais moi, c'est pas ça que je demande. Moi, ce que je demande, et il se retourne vers l'arbitre et il dit, tu dois me dire maintenant, quel est ton appel? Est-ce que l'appel, c'est que le coup est correct ou pas correct? Exact. Et il faut dire aussi que c'est arrivé au moment où il y avait un point de match. Est-ce que ça aurait changé l'allure du match? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais un match serré comme ça, tu pars de gagner le match à égalité, est-ce qu'on aurait eu un autre match? Donc, est-ce que l'influence était vraiment énorme que le match aurait complètement changé? Non. Est-ce que ça aurait influencé le match? Sûrement que oui. Mais il faut juste retenir qu'il va falloir qu'il y ait une conversation au niveau de l'ATP. Exact. On ne peut pas avoir autant de reprises vidéo et d'un niveau élevé en termes de technologie qui coûte tellement cher au tournoi que lorsqu'il y a un événement qui arrive peut-être une fois ou 2 fois dans un match
qui est particulier, qu'on ne peut pas avoir appel à la vidéo Moi, je pense pour clarifier. c'est le positif qui va sortir de cette situation. C'est que maintenant, je ne serais pas surprise que dès le début de l'année prochaine, les arbitres aient accès à la reprise vidéo rapidement pour justement donner un jugement avec un appui vidéo. Ça sera beaucoup plus simple et juste parce que c'est dommage avec des matchs que, tu sais, il y a tellement en jeu, chaque point est tellement important, puis juste que ça soit fait de manière le plus juste possible pour tous les athlètes. Je pense que c'est là qu'il faut s'en aller avec notre sport. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, maintenant, parlons un peu du US Open. C'est vrai, on peut commencer peut-être avec les résultats des Canadiens et des Canadiennes. Ça n'a pas été évident, le début du US Open, pour nous. Non, des résultats difficiles pour Bianca Andreescu, Leila Annie Fernandez, Denis Shapovalov et, Félix. C'est un tournoi qui arrive au mois quand même d'août. L'année a été longue. On doit en parler, même si on ne veut pas en parler. Il y a eu les Olympiques. On a parlé plusieurs reprises du changement de surface qui n'était pas si simple que ça, mais quand même, on arrive au US Open, il y a une bonne partie de fête. Et chaque joueur, on dirait, cette année, nos Canadiens ont une année de haut et de bas. C'est difficile de rentrer dans leur match. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est la surface? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? C'est pas facile en ce moment. Non, tu as raison, parce qu'on avait 5 Canadiens au tableau principal au US Open. Denis Shapovalov, lui, s'est incliné face à Van de Zandschulp, le Hollandais qui a justement battu Carlos Alcaraz. Donc, c'était peut-être pas un premier tour évident pour Shapovalov, qui revient, lui, de blessure. Donc, toujours pas dans le top 100 mondial pour Shapovalov. Bianca, incroyable. C'était la 3e fois en Grand Chelem qu'elle jouait Paolini cette année. Vraiment pas un tableau facile. C'était bien parti pour elle. Malheureusement, elle s'incline en 3 manches. C'est dommage, Marie-Ève, parce que j'ai fait son match avec Sébastien lors de l'Omnium de Banque nationale à Toronto. Mm-hmm. Si Bianca, elle a un set à jouer, mais elle va remporter tous ses matchs. Elle joue honnêtement le premier set, mais d'un tennis incroyable. Hey, c'est une athlète, elle se déplace sur le terrain. Là. Oui, donc ce qui est un peu décevant pour elle, et quand on la regarde, c'est que si elle était capable de jouer ce set-là tout le temps, elle serait dans le top 10, là, elle serait dure à battre, mais on dirait que c'est ça qui, pour l'instant, est un blocage. Elle ne peut pas physiquement et mentalement garder son niveau pendant une longue période. Oui, puis son niveau... Oui, pendant une longue période, mais sans se blesser. Aussi, ça, c'est un autre gros problème chez elle, malheureusement. Ce serait intéressant peut-être d'en discuter davantage, comment préparer un athlète pour qu'elle soit capable d'aller loin dans un tournoi. Il faut que tu sois capable de durer dans un match, mais plusieurs jours de suite aussi. Ensuite, il y avait Leila Fernandez qui s'est inclinée, elle aussi, déjà finaliste il y a quelques années au US Open. Elle avait beaucoup d'attentes. Je trouvais qu'elle avait bien joué dernièrement, à Cincinnati notamment. Puis, quart de finaliste, mais s'incline pas facile face à Potapova. 7-5 au 3e set, je pense, brisé à la toute fin. Donc, il manquait le petit quelque chose pour faire la différence. Oui, mais t'en parlais, les blessures. L'important pour Leila, elle joue un jeu qui est très physique. Sa qualité... Elle est rarement blessée, Leila. Oui, elle a une blessure au pied. Donc, pour le type de tennis qu'elle joue, il faut qu'elle soit santé. C'est super important. Là, elle commence à changer certaines choses. C'est sûr que pour l'instant, son service, c'est quelque chose de très complexe. Ouais. On veut changer ses motions. Puis, je le dis souvent, on pense que de changer les choses, tu le sais, Marie-Ève, tu as été sur le tour combien d'années? La fenêtre de développement, là, elle est tellement petite. Ça se commence peut-être vers, je dirais, fin novembre, début décembre, et après, tu as 4 à 6 semaines, gros max, et là, pouf, t'enchaînes pour t'en aller en Australie. Exact, mais tu n'as pas le choix maintenant de continuer à travailler tout au long de l'année. Exact. C'est pour ça qu'une joueuse comme Leila, elle voyage avec son entraîneur physique, parce que tu n'as pas le choix de continuer à faire des entraînements. C'est pas toutes les semaines,
où, c'est bizarre à dire, mais tu te prépares à performer à ton meilleur. Il y a des semaines où l'entraîneur physique va sûrement décider, OK, cette semaine, on fait de la muscu, c'est pas l'idéal la veille d'un match, mais il faut le faire, ou sinon tu vas perdre trop de masse musculaire pour arriver prête à performer dans les tournois qu'on a choisis. Souvent, c'est les grands chelems, évidemment, Roland-Garros, Wimbledon, US Open. Puis moi, je te dirais que par expérience, souvent, on essaie de jouer notre meilleur tennis dans les tournois du grand chelem. Mais finalement, avec la préparation, on se trompe. C'est la semaine d'avant ou la semaine d'après qu'on connaît les meilleures performances. Puis ça, c'est avec l'expérience, avec ton équipe, que tu arrives à être plus précis dans les moments où tu arrives à ton meilleur. En tout cas. Un autre sujet qui peut être intéressant, Gabriel Diallo, lui, c'est la surprise finalement. Mais avant d'en parler, je voulais parler de la défaite de Félix face à Mansik, le jeune Tchèque de 18 ans qui l'a battu au premier tour. Ça, c'était une grosse surprise pour moi. Oui, bien, pour moi aussi, une surprise. Bon, d'une part, il faut quand même mettre de côté le jeune de 18 ans. Félix a déjà été le jeune de 18 ans qui a battu des têtes de série. Donc, il a joué contre un jeune, encore une fois, qui arrivait puis qui n'avait absolument rien à perdre. Ça, c'est dur. C'est pas facile parce que je ne pense pas que Félix est dans son meilleur tennis en ce moment, que ce soit sur le plan physique que sur le plan de la confiance. On le sait, la confiance vient avec, malheureusement ou heureusement, les victoires. Mm-hmm. Ça a été difficile cette année, encore une fois. Et là, il se retrouve avec un jeune qui, lui, il est frais, dispo, il n'y a rien à perdre. Mais j'ai vu un Félix qui semble être dans le doute. Moi, c'est ça qui me dérange un peu dans son tennis en ce moment, c'est qu'il semble douter de ce qu'il fait, de ce qu'il fait sur le terrain. Moi, j'ai eu le privilège d'être aux Olympiques. J'ai vu son match de troisième place. Il est arrivé 4e. Honnêtement, Marie-Ève, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu Félix jouer à un niveau de tennis ben oui, aussi. Tu m'en parlais, C'était incroyable. Il était dans sa bulle, il jouait bien, très peu d'erreurs, servait bien. Et même en sortant de ce match-là, je me suis dit, wow, là, j'espère que même pour lui, ça lui donne l'élan pour l'Omnium Banque Nationale. Ça a été difficile là aussi. Ça s'enchaîne avec le US Open. Alors, j'espère que pour lui, là, on va remettre un petit peu les cartes à sa place. J'espère qu'il ne va pas douter du talent, de ce qu'il est capable de faire, puis d'aller de l'avant, mais ça va être dur. C'est tellement dur, le tennis, mentalement. Honnêtement, c'est des déceptions. Là. Tu sais, je regarde... Moi, j'ai beaucoup de blessures aussi, de défaites, mais à chaque fois, tu sais, tu te présentes dans un tournoi, puis tu as espoir, surtout quand tu as autant de talent, tu es bien classé comme Félix ou Leila, tu te présentes dans un tournoi du Grand Chelem, puis tu espères, tu penses te rendre loin. Les rêves sont illimités, là, ce que tu peux t'imaginer dans ta tête. Puis là, tout à coup, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur la préparation du tournoi du Grand Chelem, la performance, puis d'arriver, puis de tout de suite partir dès le premier tour, là, c'est des défaites qui font mal, j'en suis persuadée, encore plus pour eux, mais en même temps, c'est souvent dans ces moments-là que par la suite, tu vas retourner à l'entraînement, tu vas mettre carte blanche, tu vas être prête à faire un travail encore plus en profondeur puis faire des changements. Parce que si on regarde chez Félix, ce qui se passe, je pense que les joueurs commencent à bien connaître son style de jeu. Il doit être capable de très bien servir. C'est ce qui lui a permis, je pense, pour moi, d'aller gagner ces gros tournois. Oui, je suis d'accord. Mais en fond de terrain, quand il y a plus de temps, comme sur terre battue, il est capable de bâtir son point pour aller contourner son coup droit et tout ça. Mais quand c'est des surfaces un petit peu plus rapides sur dur, son revers est trop prévisible, trop souvent croisé, pas assez de changements en parallèle. Donc, il y a un style de jeu à exploiter pour ses adversaires. Donc, il doit se trouver des moyens de contrer ça tactiquement. Puis c'est à l'entraînement, je pense, que ça doit se faire pour après se transmettre en tournoi. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis effectivement, il va vraiment falloir qu'il adapte son jeu, sa façon de jouer. Là, c'est trop prévisible. Et quand c'est prévisible, bon, il y a énormément de balles qui sortent. Les balles aussi, étant donné qu'elles sont prévisibles, les joueurs sont capables de contrer ça rapidement. On l'a vu, lui aussi, au niveau du service. Écoute, c'est complexe, là. Le lancer, le rythme et le mouvement, mais, comme on dit souvent, ben, dans tout défi, il y a des opportunités. Et je pense que là, il a une opportunité il fait confiance à son équipe. Évidemment, tout le monde se demande est-ce que l'entraîneur va être là, ne sera pas là. C'est pas toujours la faute de l'entraîneur. C'est pas toujours la faute de l'athlète non plus. Moi, je pense que le tennis, autant masculin que féminin,
monte et monte et monte. Et c'est tellement dur. C'est vrai, la différence là, entre une victoire et une défaite, puis les niveaux de jeu, t'as même pas le droit d'avoir le moindre endroit sur le terrain où ton adversaire se sent en sécurité de jouer. C'est juste ça, c'est assez pour aller perdre des matchs. Fait que c'est tough, là. Et avant... d'être classé favori, ben, on se disait, bon, ben, ça t'amène 1, 2, 3 rondes. Aujourd'hui, oubliez ça, là. D'être favori, OK, mais on voit le nombre on va en parler plus tard, mais le nombre de retraits. On voit le nombre de favoris qui ont tombé dans les premiers, deuxièmes tours. Puis parlant de ça, ben, il y a un joueur qui a été capable justement d'être le joueur qui fait tomber les favoris, puis c'est Gabriel Diallo. Exactement, Gabriel Diallo, le joueur de Montréal qui est sorti des... qualification au US Open, maintenant au 3e tour face à Tommy Paul. On le connaît bien, les deux, on l'a vu grandir. Moi, je me souviens de voir, en fait, il n'a jamais vraiment été petit. 6 pieds 6, c'est ça? 6 pieds 6 ou 6 pieds 8, je sais plus. On va arrêter à 6. Je me rappelle à chaque fois qu'il revenait de l'université puis que je le croisais, puis là, j'étais comme « Ah, t'as encore grandi! » Ouais. Puis c'est fou. Ça n'a pas été facile pour Gabriel. Je me souviens qu'il y a eu beaucoup de blessures quand il était chez les juniors, justement parce que sûrement il grandissait tellement vite. Incroyable. Puis, mais il a toujours été passionné, toujours eu le grand sourire quand il est sur le terrain pour jouer. Puis je pense que sa passion puis son plaisir de jouer, ça se communique quand je le regarde jouer. Évidemment, son service, c'est son arme, son coup droit, mais l'énergie qu'il a sur le terrain aussi, c'est vraiment le fun. Oui, puis de le voir jouer, moi, ce que j'aime, c'est qu'il a vraiment une identité très claire. C'est un joueur, je pense que tu as raison, à 6 et 8, quand même grand. Pour un joueur de 6 et 8, honnêtement, il est hyper mobile. Vraiment. Il bouge très bien sur le terrain. On sent qu'il y a un jeu très clair. Il ne veut pas être trop dans l'échange, mais lorsqu'il doit le faire, il le fait. Ça se passe au filet. À chaque fois que je le vois jouer, je sens une petite touche de Martin Laurando qui est en arrière, Martin. Et il le disait, Martin, beaucoup. Vous allez voir, le tennis masculin, on va tranquillement se rapprocher vers le filet. Exact. Et je pense que Gabriel, là-dessus, c'est ce qu'il fait bien. C'est très clair de la façon qu'il veut jouer au tennis. Mais c'est la confiance et le calme qu'il a dans son style. Moi, c'est ce que j'aime voir quand il est sur le terrain. On sent qu'il est là pour remporter, pour gagner le match. Il a confiance en lui. Il a confiance en lui. Oui, il y a un peu d'immaturité dans son jeu. On sent que des fois, il va aller au filet trop rapidement. Oui, mais c'est normal, là. Je veux dire, c'est un jeune de 22 ans. Et effectivement, il y a eu un parcours quand même, Gabriel, où tout le monde voyait qu'il y avait un potentiel. Certains entraîneurs le regardaient et disaient « Ah, il est trop grand, il ne fera jamais rien. » Mais j'espère que ces entraîneurs-là, aujourd'hui, changent un peu la façon de voir les choses. Et ce que j'aime en ce moment, c'est qu'il prend son temps. Il a été à l'université américaine. Et ça, on va en parler, Marie-Ève, ça fait partie de nos discussions dans nos épisodes. Il n'y a pas qu'un parcours pour se rendre puis je pense au bout. Au contraire, de plus en plus, ça se dirige vers ce genre de parcours. Oui, exactement. Puis il est allé à l'université américaine. Après ça, il a eu confiance de dire « Je m'en vais comme professionnel ». Il est bien accompagné en ce moment et on a pris son temps avec lui. Il perd dans un futur, c'est pas grave. On s'en va dans un challenger, on perd c'est pas grave. Et ça, je pense que ça va être payant pour ce qui s'en vient pour Gabriel Diallo. Alors, un joueur qui fait bien en ce moment au US Open, il a dû passer 3 rondes des qualifications, 2 tours et il va jouer Tommy Paul, donc 6 matchs. Ah, puis il a joué beaucoup de matchs cet été, des tournois Challenger aussi. Donc, moi, je pense qu'il bâtit sa confiance, bâtit ses patrons de jeu. Puis, c'est super cool comment c'est en train d'évoluer puis de se placer. Là, il va être minimum 103e maintenant avec le 3e tour au US Open. Maintenant, Séverine, j'aimerais t'entendre sur tes prédictions pour le US Open. Tu vois qui du côté masculin et féminin? Alors, j'ai fait ce type de prédiction. J'étais pas pire avec Anisimova pour Toronto. Je confirme. Tu sais quoi? C'est la première fois que je regarde le tableau, je regarde les matchs depuis le début et je ne sais pas quoi te répondre. Hein? Parce que, bon, à l'heure où on se parle, on est très près du week-end. Alcaraz a perdu son match. Oui. Ça, c'est une grosse surprise. Grosse surprise, on ne s'attendait pas à ça. Non. On ne pensait pas que Djokovic allait être aussi en forme suite à son opération au genou. Écoute,
gagner les Olympiques, il est en confiance. Finalement, il n'a pas joué Djokovic, mais il reste comme non, vraiment dangereux. Finalement, Oui. une fois qu'il est rentré dans le tournoi. Oui, tu as tout à fait raison. Puis il y a toujours comme des joueurs qui arrivent, Medvedev, Dimitrov, et là, tu as Zverev, Sinner. Comment il va réagir? Ben Est-ce qu'il va réagir? Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui l'impactent en ce moment. Vraiment. Il a dit, je ne joue pas mon meilleur tennis, mais j'accepte ça. Donc, honnêtement, du côté masculin, je pense que... un nouveau champion de Grand Chelem, peut-être? Moi, je pense que oui. C'est Okay. très ouvert, mais... On a mis Djokovic le soir, c'est ce qu'il aime faire. C'est un joueur qui est capable de jouer sur les longues distances. Est-ce que ça va être influencé par rapport à la façon qu'il va récupérer? Mais il faut pas sortir Djokovic de l'addition parce que tout peut arriver de son côté, mais il y a tellement de joueurs qui poussent. C'est quand même incroyable au niveau des hommes. Toi, de ton côté? Ben, écoute, c'est sûr que je te dirais mon top 3, là, c'est Sinner, Djokovic, puis... Zverev, qui a gagné beaucoup de matchs, passé près souvent de... Cette année, je pense que c'est lui qui a gagné le plus de matchs sur le circuit ATP, mais est-ce qu'il y a ce qu'il faut mentalement pour aller gagner un tournoi du Grand Chelem? Je sais pas. Parce que plusieurs opportunités quand même qui est passé à côté. Mais j'ai une tendance à te dire, je te dirais Djokovic qui pourrait aller chercher peut-être son dernier tournoi du Grand Chelem. Mais physiquement, c'est là où est-ce qu'il va être capable. Il a besoin de gagner ses matchs en 3-7 plus souvent qu'autrement. Oui, mais on ne peut pas l'enlever. Je veux dire, Djokovic, puis encore une fois, pas que j'ai envie de vous dire que j'étais à Paris, en France, pour les Olympiques, mais j'étais là pour le match de finale. Marie-Ève, c'était... J'ai jamais vu ça, c'est le match du siècle. J'ai jamais vu ça. Que ce soit par rapport au niveau de jeu des deux joueurs, d'Alcaraz et de Djokovic, les choses qui se sont faites sur le plan physique et tennistique. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai bien hâte de voir s'il va y avoir un match dans les prochains 10 ans qui va battre ce match-là. Et ce que Djokovic a été capable de faire... Et pour moi, c'est ce qui fait que tu ne peux pas l'enlever de remporter encore un Grand Chelem. Au niveau féminin, par contre, t'en penses quoi, toi? Écoute, moi, de ce que j'ai vu cet été d'Iga Swiatek, je ne suis pas convaincue. Je pense qu'elle digère encore sa défaite aussi au jeu à Paris. Donc, la manière dont j'ai vu Aryna Sabalenka servir à Cincinnati, c'est elle que je mets favorite. Oui, bon, mais... Tu vois, j'aimerais être à l'encontre de toi. Sabalenka, que j'aime beaucoup. On peut avoir deux types de Sabalenka, par contre. On peut avoir une Sabalenka qui va un petit peu partout, qui est émotive, qui manque de constance. On sait, on dit souvent ça, quand le service va, tout va, dans le cas de Sabalenka. Mais moi aussi, je pense qu'elle est prête. Elle est prête pour ce tournoi-là. Puis, quand j'entendais beaucoup de ses propos, là, sa défaite contre Coco Gauff l'année passée, là, ça y a fait mal au moral. Pour elle, c'était son tournoi du Grand Chelem qu'elle a laissé filer pour la première fois. Elle a remporté 2 titres du Grand Chelem, c'était en Australie, mais US Open, jamais. Puis elle l'a là. Sa défaite du US Open, on en parle encore souvent, comment que la foule était contre elle, qu'elle jouait contre une jeune Américaine, que c'était des conditions difficiles, mais qu'elle n'aurait jamais dû perdre ce match. Donc, oui, c'est ma prédiction à moi. Oui, et ben, moi aussi, je dirais que j'aime beaucoup Badosa, comment elle joue en ce moment. Je pense qu'elle joue un tennis sans blessure. Elle retrouve son jeu. Il y a des jeunes qui sont là, Schneider, qui poussent, qui Paolini, bon, qui a quand même... Si on se fie à tout le temps à Andreescu, puis elle va loin après. Exactement. Donc, moi, je pense que ces 3 joueuses-là, je dis favorite Sabalenka aussi, mais il y a quand même beaucoup de possibilités du côté féminin. Mais moi, une déception cet été, honnêtement, Coco Gauff. Ouais. C'est très, très, très difficile pour elle. Encore une fois, j'ai vu son match cette semaine. C'était compliqué. Elle est encore en course là, à New York. Oui, elle est encore là. Elle défend son titre. Elle défend son titre. Est-ce qu'on disait ça des hommes tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir un nouveau champion du Grand Chelem? On va voir, mais je pense que du côté féminin, on va avoir une nouvelle championne du US Open. On sait que Coco Gauff a gagné l'an dernier. Exact. Ouais. Et moi, je te dirais une autre déception ou une inquiétude, c'est Elena Rybakina.
qui s'est retirée. Je pense que c'est la 8e fois cette année qu'elle se retire d'un tournoi. N'a pas vraiment... En tout cas, ça m'inquiète un peu. C'est séparé de son entraîneur aussi, Vukov, qui ne fait plus partie de son entourage. Donc, je pense j'ai hâte, parce que c'est une fille qui a tellement de potentiel. Déjà championne de Grand Chelem, on pensait qu'elle allait être première au monde, puis finalement, une année catastrophique pour elle dans les derniers mois. Donc, j'espère qu'elle va trouver ce qu'il faut, la recette pour retrouver le plaisir et surtout physiquement, là, qu'elle soit capable d'aller jouer plus souvent, parce que ça commence à m'inquiéter pas mal. Donc, tout ça pour dire que je pense que on a fait le tour pas mal du US Open. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder? Bien, je pense qu'on va garder ces sujets parce qu'on en a tellement, Maria. Ça fait 1 an qu'on parle de ce podcast. Alors, inquiétez-vous pas, on a beaucoup de sujets pour vous. On voulait faire un tour d'horizon pour notre premier épisode. Et là, d'ailleurs, parlant de tour d'horizon et de thèmes, vous savez que les réseaux sociaux, c'est hyper important. On ne fait pas l'exception. Une chose que Marie-Ève et moi, on veut, c'est vraiment vous entendre. On veut que vous nous posiez des questions. S'il y a des thèmes qui vous intéressent, s'il y a des gens que vous voulez qu'on rencontre, allez-y, suivez-nous, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook, tout ce qui existe. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes et on va essayer, Marie-Ève et moi, là, de vraiment faire des choses des fois live, en direct, pour commenter des matchs, des tournois. On va essayer de se promener à travers le Québec aussi pour vous présenter notre monde, le milieu du tennis. Mais sur les réseaux sociaux, on a parlé de drink tout à l'heure. Est-ce que vous avez un drink à nous conseiller? Est-ce qu'il y a un drink que vous pensez qui devrait être le drink du podcast Bris d'égalité? Pourquoi pas? On est très ouverte à essayer ça. Moi, j'ai d'autres petites idées, mais en tout cas, c'est ça. On va regarder nos réseaux sociaux, on va vous répondre si vous avez des questions. Nous, c'est une partie qu'on trouve le fun, c'est de partager, de s'informer, d'aider tout ce qui est par rapport au sport, au tennis. Donc, on est content de pouvoir compter sur vous pour nous suivre sur nos réseaux sociaux, nous encourager. Et un gros merci aussi à notre commanditaire, Scotia Gestion de patrimoine, qui nous accompagne dans ce nouveau projet. Oui, et la poche bleue, écoutez, on commence aujourd'hui, on a une équipe extraordinaire, on sait à quel point il y a une influence au milieu sportif et dans les communications au Québec. Donc, pour nous, de faire partie de ce groupe, de cette équipe, c'est un beau privilège. Et puis, bien, écoutez, on va vous lire, on va commenter, on attend que ça. Alors, allez sur les pages Instagram, abonnez-vous, allez aimer nos pages et tranquillement, on essaiera de se créer une communauté ensemble. Et comme on a dit au début, une communauté qui est là pour vous aider, pour vous informer le plus possible. Pour mettre en valeur notre sport. Exactement. Aussi. Donc, en tout cas, c'est super le fun. Merci beaucoup à tout le monde d'être là avec nous. Merci à toi, Séverine. Merci, Marie-Ève. Ça y est, on se fait un autre petit cheer pour cheers. Terminer le podcast. Et voilà, au premier épisode. Et à vous tous et toutes à la maison ou au travail ou dans la voiture qui nous écoutez, on a bien hâte de vous lire et de vous voir au prochain épisode qui devrait être fin septembre. Alors, on vous attend en grand nombre. Le podcast Bris d'égalité vous a été présenté par Scotia Gestion de patrimoine.